le Talking Esprit Payade, l'émission 100% MHSC. Bonsoir à toutes et à tous, le Talking Esprit Payade. Comme toutes les veilles de match à 18h, vous nous retrouvez sur notre chaîne YouTube Esprit Payade. On va revenir aujourd'hui au programme sur l'actualité de la semaine avec la signature de Benny Makwana et les deux matchs fermes pour TJ Savanier suite à son carton rouge face à Monaco. En deuxième partie de cette émission, le débriefing avec le retour sur le match nul face à Monaco. On fera les notes avec mes chroniqueurs, un top, un flop. On se demandera si c'est un nul mérité ou pas et s'il y avait mieux à chercher, à savoir la victoire. Et enfin, en troisième partie, l'échauffement avec un zoom sur le Montpellier face à Reims, donc demain à 15h. Je vous présenterai mon joueur à suivre. On se demandera si Reims est l'adversaire idéal pour se relancer à la Mosson. Quel milieu va falloir aligner? Les pronos de la rédaction en fin d'émission pour conclure. Sont avec moi ce soir Dorian, bonsoir. Bonsoir à tous. Et Julien, bonsoir. Bonsoir à tous. Et bonsoir donc à tous. Et j'en profite aussi pour vous dire que cette émission est consacrée à Bruno Martini. On lui dédie cette émission qui nous a quitté mardi dernier des suites de son arrêt cardiaque et on pense fort à lui et à son entourage. On va commencer donc cette émission par la revue de l'actu et la signature de Benny Makwana, donc qui est arrivé lundi en provenance des Diables Rouges de Brazzaville au Congo. Donc c'est pas un club très réputé, on va dire. Un avant-centre international congolais de 18 ans. Il est considéré comme un grand espoir africain. Il est aussi appelé par certains locaux le Mbappé africain. Il a été recruté pour 800 000 euros. Donc peut-être un joueur qui va nous faire une Ninga, on l'espère, qui avait été recruté encore moins que ça et qui a fait de belles performances à Montpellier. Alors Dorian, est-ce que pour toi c'est un joueur pour une recrue pour l'avenir ou tout simplement pour la réserve? Ouais, alors, dans un premier temps, ça sera pour la réserve, c'est indiqué. Il intégrera l'effectif du National 3 avec la réserve. Donc, pour l'instant, le développer là-dedans. Puis, pourquoi pas, s'il enchaîne les bonnes performances avec la réserve, on le verra très prochainement avec les professionnels, commencer en bout de banc, amener un peu de rotation en attaque. On l'avait vu avec Mavididi et ça a fonctionné, on en parlera. Après, pour le chiffre, 800 000, il me semble que c'était discuté, que c'était pas le chiffre exact. Enfin, je sais pas quel est le chiffre exact du coup. Je sais pas, en tout Mais cas, ce qui est annoncé, c'est 800 000 euros. ouais. Mais dans tous les cas, on sait que Ça c'est paraît pas un peut-être montant. beaucoup dans un premier temps pour un joueur de la réserve, je sais pas. Enfin, tu vois, tu faisais la comparaison avec Ninga, on l'avait recruté 70 000 euros à peu près. Tu vois, c'est bon. C'est des sommes plus au-dessus pour ce joueur-là. Je ne le connais pas. Après, si c'est le Mbappé africain, on prend tous les jours. S'il amène un peu de rapidité, qu'il est un peu technique, c'est un profil qui nous manquait un peu dans le secteur offensif. Avec le micro, Lucas. Ouais. C'est vrai, hein, sur ce que tu as dit, c'est une bonne entrée, on va dire, c'est sur l'avenir. Il est jeune, donc ça reste à voir et j'espère qu'il fera bien ses marques. Après, moi aussi, j'avais entendu cette chose pour les sommes. Je sais qu'il y avait plusieurs clubs qui étaient dessus, notamment en France, même le Sporting Portugal. Donc, peut-être qu'ils ont vraiment mis la somme, mais toujours est-il que ça fait plaisir d'avoir un projet au long terme. Enfin, pour ma part, moi, je suis content. En tout cas, on espère qu'il va, à l'image de Casimir Niga, s'imposer avec Montpellier. Et pourquoi pas nous servir de joker à l'appui de Stéphane Mavididi. Savanier, 2 matchs fermes, donc suite à son carton rouge reçu face à Monaco. La commission de discipline s'est réunie ce mercredi. Donc elle a décidé d'infliger 2 matchs fermes à TJ Savanier. Est-ce que, tout simplement, pour toi, Julien, ça semble sévère ou c'est une sanction qui est juste? Et n'hésitez pas d'ailleurs à nous dire sur le chat YouTube votre sentiment. Moi, j'ai arrêté de prendre part à ça parce que pour moi, c'est scandaleux. Vraiment, c'est scandaleux. Il y a aucune logique. Il y a vraiment aucune logique. Alors, certes, j'ai entendu il n'y a pas longtemps que à la commission de discipline, on prenait tout en considération, c'est-à-dire le joueur, ses différents matchs, les répétitions. Donc, c'est peut-être pour ça que Tejavani a pris 2 matchs parce que même Mollet avait pris un carton semblable en début de saison et n'avait pris qu'un seul match. Alors que Mollet avait mis le pied sur la tête. Pour moi, c'est incompréhensible là. Il ne voit pas le joueur arriver. Je répète, pour moi, si je suis arbitre, je ne mets pas carton rouge dans cette situation. Donc,
il y a un nouveau règlement qui fait qu'on est obligé d'avoir des réactions, on va dire, attendues à des faits de jeu juste jugés dangereux. Je pars du principe que le foot, c'est un sport dangereux. Hein, donc, si on commence à. Bon, bref. C'est un débat dans lequel je n'aurais pas gain de cause, mais pour moi, c'est littéralement scandaleux. Hein. Ça serait un autre joueur, il aurait pris un match, ce serait un joueur de Paris. Enfin, je n'ai pas envie de faire la mauvaise foi, mais bon, bon c'est un peu fort. Donc, heureusement que ce n'est pas des très, très, très gros matchs, mais bon, c'est toujours un handicap d'avoir ça. Oui, injuste pour Julien. D'ailleurs, Dorian, avant de t'interroger, oui, parce qu'il manquera quand même le déplacement, enfin, la réception de Reims et le déplacement à Saint-Etienne, j'ai oublié de le préciser. Dorian, c'est juste ou sévère pour toi? Alors, c'est carrément très sévère. Même, il a dit Julien, le carton rouge, quand il est sorti le week-end dernier face à Monaco, rien que là, sortir rouge sur cette action est, à mon sens, très sévère également. Alors, infliger 2 matchs, il y a encore plus parce que, voilà, enfin, la comparaison est très juste avec Florent Mollet. Le geste de Mollet était, à mon sens, plus dangereux et il a pris qu'un match de suspension. Alors, est-ce qu'ils prennent vraiment en compte l'historique du joueur? Si c'est le cas, quel est le problème avec TJ Savanier? Pourquoi enfin, qu'est-ce qui fait que c'est un joueur qui embête plus la commission de discipline qu'un autre? Là, pareil, je ne comprends pas. J'ai du mal avec cette sanction qui est très pénalisante pour nous, car c'était le joueur en forme du début de saison. Et puis, ouais, 2 matchs pour un geste pour lequel il ne voit pas arriver le joueur, qui méritait tout au plus un carton jaune, c'est incompréhensible. Mais je trouve ça aussi sévère. Je me permets de donner mon avis parce que Ouais. on voit que, enfin, on sait que maintenant la règle c'est ça. Si le pied touche le visage ou près du visage, c'est carton rouge. Mais à ce moment-là, oui, non, mais justement, c'est là que je veux en venir. À ce moment-là, si chaque joueur met sa tête là où elle ne devrait pas être, là où le pied est censé Mais être, et ben, à c'est chaque ce fois, il qu'a va y fait le avoir carton rouge. Monégasque. C'est ce Et qu'a c'est fait ce qui le. fait- et c'est ce qu'a fait le Monégasque. Et c'est ça qu'on ne comprend pas, je pense, pour la plupart de Montpellier. Voilà, on revoit l'action, on voit très bien que enfin, le Monégasque, il a sa tête baissée. Alors, ok, le pied de TJ Savanier est assez haut, même trop haut, et contraire au règlement, mais le Monégasque baisse quand même assez bien sa tête, et c'est ça qui amplifie le choc. Ouais, bon, on va couper ce sujet sur Savanier. En tout cas, on espère qu'il reviendra très en forme après ces 2 matchs de suspension. Et on va passer à la deuxième partie de cette émission, la deuxième grosse partie, on va dire, avec le retour sur Monaco-Montpellier, donc là où TJ Savanier s'est fait prendre un carton rouge, justement, ou pas justement d'ailleurs, hein. C'était pour la précision. On va revenir sur les faits du match. Ouverture du score de Mavididi à la 51e minute sur un contre. Un choix gagnant de Derzakarian ou Pascal Baïs. On y est revenu, on ne va pas s'y étendre. Égalisation de Ben Yedder sur penalty à la 70e minute sur une faute de Souquet, évitable, on peut le dire. Un carton rouge de Savani, donc survenu à la 19e minute, qui a un peu chamboulé le match, mais qui a aussi provoqué l'ouverture de Mavididi suite au changement fait par le staff. Une possession monégasque de 80% sans pour autant inquiéter les Montpellierins qui étaient quand même à 10. Et à noter que j'ai eu quand même le bon pronostic, un partout. Encore une fois, il faut le préciser, messieurs. Que retenir de ce match nul, Dorian? Un très bon match nul. Voilà, on est à 10 face à une équipe monégasque qui peut clairement jouer les places européennes en fin de saison. Donc, on a très bien défendu. C'était le point d'interrogation du début de saison. On avait un peu critiqué la défense, on avait vu quelques erreurs. Là, la défense a été très rassurante, où l'attaque monégasque a été très insuffisante, très mauvaise, très manque de réalisme. Enfin voilà, on va peut-être y revenir. Mais non, ouais, moi je retiens surtout la prestation défensive globale de l'effectif qui a été à la hauteur de ce match. Je ne sais pas si c'est un manque de réalisme, peut-être un manque de solution, Euh, euh, mais ah, pardon, tu parles de, Non, de mais vas-y, Monaco, je de t'en prie, Montpellier? réponds. de Monaco. Oui, ouais. Oui, du Julien? coup. Oui, oui. Ouais. Et qu'est-ce que tu retiens tout simplement de ce match nul? Bah, j'allais rejoindre Dorian là-dessus sur le match. Je crois que c'est un des seuls matchs nuls où je pourrais dire vraiment je suis content de l'avoir, mais
psychologiquement, on aurait pu être marqué. On a su montrer un petit peu un second souffle. À mon goût, si on jouait tous les matchs à l'extérieur, comme là, on les a joués, ça fait longtemps qu'on aurait gagné. Hein, face à Monaco, pour moi, à 10, on a montré une force de réaction que si on l'applique à 11, nous permettrait de gagner. Après, bon, là, ça a permis de limiter la casse. On a eu un bon gardien, on a eu voilà, de bonnes choses. C'est bien et ça me surprend. Mais bon, après, c'est compliqué de voir avec les déceptions dans le match et l'exclusion d'être objectif. Enfin, c'est la gagne avant tout. Donc bon, ça fait rager, mais ça sera peut-être un point qu'on ne regrettera pas. De toute façon, on va y revenir justement si ce nul est mérité. Avant les notes, justement, les notes du midi libre, je cite Omelin 7, Souquet 4, Cosa 6,5, Hilton 6,5, Congrès 6,5, donc la défense à peu près égale, Oyongo 6, Savanier 0, donc bon, apparemment, il a mérité sa note. Mollet 5. Ouais, Dorian, je fais la même tête que toi quand j'ai noté, mais Pour moi, apparemment. ça cherche pas, Ouais. ça continue dans le truc du mystère Savanier. Hein. Je pense Attends, honnêtement que. Julien, attends, on va revenir. Ouais. Je finis les notes. Savanier, donc 0, vous l'avez bien entendu. Mollet, 5. Chotard, 5. Delors, 4. Laborde, 5. Mavididi, 7. Un top, un flop, tout simplement. Julien, et je te laisse évoquer le Savanier. Ok, alors comme flop, moi je vais mettre du coup le seul coupable, même ça m'embête un peu, je vais te mettre Souquet. Et comme top, je vais te mettre Chotard. Chotard, Allez. j'ai beaucoup aimé. Juste pour Savanier, je pense que c'était dans la continuité des suspicions enfin, des demandes qu'on se posait tout à l'heure. Mais je pense honnêtement que Savanier dérange. Je sais pas ce qui a fait ça, mais il a un niveau de jeu qui a été bon et je peux pas expliquer ça autrement quand je vois un journal qui met 0. Généralement, à la limite, tu mets une NC ou quelque chose comme ça. Non noté, normalement, il y a, mais Voilà ça. quoi. 0, c'est vraiment que ils ont envie de faire passer un message de dramaturge, comme si ça avait Je été pense. un joueur qui s'allie. Alors bon, j'avais pris l'exemple la semaine précédente. Je crois que Nîmes, quand il joue contre Paris, avant de prendre le carton rouge, il y a une énorme faute qui n'a pas pris rouge. Hein. Mais vrai, et je comprends pas parce qu'il n'y a pas eu de 0, même. Enfin, donc bon, une fois de plus, ça vient dans ma liste des choses bizarres qui se passent avec le Montpellier Hérault et qui me laissent penser que des fois, bon, hein, je sais pas ce que. Par contre, on ne veut pas que du bien. Mais bon, je laisse la parole à Dorian pour les notes. Ouais, puis c'est Après, étonnant je précise que c'est les notes que j'ai que Ale Payad, nos confrères d'Alepayad.com m'ont relayées. Je ne pense pas que ce soit une erreur de leur part. C'est plutôt, je pense, le midi libre que c'est fait volontaire. Dorian, qu'est-ce que tu en penses? Un top, un flop d'abord. Ouais, alors bon, je suis d'accord pour le flop. Malheureusement, Souquet, qui est le seul fautif de ce match et qui, je vais y revenir plus tard, nous coûte 2 points sur cette faute. Je m'expliquerai, je détaillerai plus tard. Et le top, ouais, Mavididi, parce que quand même son entrée est très bonne. Je voulais dire Chotard, mais bon, je vais varier un peu, je vais dire Non, mais Mavididi tu as bien fait. qui voilà, il faut souligner quand même sa très bonne entrée. Juste, je rebondis. On avait fait les notes avec Julien, Medine, Esprit Payade. Alors, on a mis Omlin 7, Oyongo 5,5, Usuke 4, Congrès 5,5, Hilton 5,5, Cosa 6, Chotard 6, Mollet 5,5, Savanier non noté, Laborde 5, Delors 4,5 et Mavidi pour son entrée 7. Voilà pour nos notes. Lucas, avec ton micro. Oui, non, mais j'attendais que tu finisses. Vas-y. Ouais, bah, c'est quand même assez semblable. À part Savanier qui, forcément, on l'a logiquement non noté. Ouais, il y a 18 Après, minutes bon, de jeu, tu peux pas noter quoi. ouais. Enfin, Bon, je pense que comme l'a dit Julien, c'est un message à faire passer pour TJ Savanier. Mais en tout cas, on n'est pas les coupables. Moi, j'ai juste cité la note du midi libre. Est-ce un nul mérité et est-ce que Montpellier avait la place de gagner? Je te redonne la parole, Dorian. Et n'hésitez alors, pas sur le chat YouTube à nous le dire. Hein. alors, je vais le faire en deux temps. Oui, on pouvait gagner s'il n'y avait pas eu la faute de Souquet, parce que alors c'est là où je vais parler un peu de Monaco. Sans la faute de Souquet, en plus, non mais il y a un truc qui est dingue. Je vais raconter un peu ma vie sur ce coup-là, mais 10 secondes avant le penalty, je regarde le match avec mon frère, je lui dis en fait Monaco ils peuvent attaquer jusqu'en 2040, ils ne marqueront pas.
Ils avaient 81% de possession de balles. 81%, c'est très rare. C'est pas arrivé depuis 15 ans en Ligue 1. Ils avaient 81% de possession de balles. Ils ont tiré une vingtaine de fois au but. Ils ont tiré même pas 5 tirs. Ils avaient une possession qui était fébrile, manque de créativité dans le jeu et manque de réalisme sur les rares ballons qu'ils avaient en attaque. Tout ce cocktail faisait que sur ces 90 minutes-là, je ne les voyais pas marquer un seul but dans le jeu. Et c'est là où on perd 2 points, c'est qu'ils pouvaient marquer que sur coup de pied arrêté. Alors là, pas de chance, ça tombe sur un penalty. La faute de Souquet, il n'y a rien à dire dessus, elle y est. Mais malheureusement, je pense que s'il ne fait pas faute, la victoire était totalement assurée, à mon sens. Après, on est à 10. On n'a fait que défendre pendant tout le match. Tu vois, si on aurait été à 11, qu'il n'y avait pas eu le carton rouge de Savanier, peut-être qu'on n'aurait pas eu la même approche, mais en fait, on s'est regroupé en défense en cherchant à jouer le match nul, parce que c'était clairement l'objectif au final, c'était de ne pas prendre de but, de jouer le match nul, jouer le 0-0. On a réussi à marquer un sur une contre-attaque. Je crois qu'on a tiré 3 fois dans le match au total. C'était miraculeux d'avoir ouvert le score et bon, le but de Monaco, il vient, j'ai envie de dire, en toute logique pour eux, parce qu'ils ont quand même fait d'énormes efforts au milieu. Enfin, le match en deuxième mi-temps, c'est clairement joué que d'un côté du terrain. Ça, c'est à souligner aussi. Donc, bon, c'est à double tranchant. Oui, on a joué le nul parce que voilà, on était réduit à 10 très tôt dans le match, mais on aurait pu avoir la victoire si Souquet ne commettait pas de faute parce que Monaco a été totalement inexistant dans le jeu et en attaque. Avant d'interroger Julien, moi j'ai envie de dire que oui, Monaco nous a dominés, mais Monaco ne nous a pas inquiétés sur ces occasions. Non. Julien, nul mérité, est-ce que tu penses que Montpellier avait même la place d'aller gagner ce match? Je pense oui. Je pense oui, et je vais argumenter ça. C'est-à-dire que pour moi, c'était aussi peu probable que nous perdions que probable que nous marquions. C'est-à-dire que, bon, comme l'a dit Dorian, 3 tirs, bon, c'est un des matchs, je crois, en ratio, on a été le plus efficace. Mais là où vraiment j'appuie, et moi j'y vais de ma petite hypothèse personnelle, je prends ça, on va dire ma responsabilité sur ce que je dis. J'ai vraiment un système qui grandit dans ma tête, mais c'est vraiment qu'au fil des années, il doit y avoir une grille, selon moi, pour le championnat. Et vraiment, il y a des équipes qui doivent être à des endroits qui dérangent, et quand elles dérangent, on s'occupe de, on va dire, ne pas les faire des choses pour, en gros, dire, voilà, j'ai envie que les bons soient dans le haut de classement, tu me les fais remonter. Et je pense que là, Montpellier, on n'était pas, qu'on dérange à être aussi haut parce qu'ils n'avaient pas prévu qu'on soit comme ça. Je précise. Pourquoi je dis ça? Le penalty, pour moi, avec ma licence d'arbitre, je ne le siffle pas s'il doit y être. Pourquoi? Il y a le carton rouge que je dois compenser. Il y a contact, je suis d'accord. Mais si on prend le règlement des arbitres, je crois que la règle dans l'arbitre, c'est l'intentionnalité de la faute, ce qu'elle a fait. Et si on regarde bien le ralenti, après, vous pouvez le faire. Hein. Moi, je suis le seul à avoir remarqué ça. Mais il y a contact, mais il ne doit pas tomber de cette manière-là s'il tombe. S'il tombe, vu que c'est un croche-patte, il doit tomber vers l'avant. Or, là, il y a le pied de Souquet qui touche et il se laisse tomber. Donc, on pourrait dire, comme certains arbitres vont le dire, ce n'est pas la faute qui t'a fait tomber. Tu as utilisé la faute pour tomber et réclamer le truc. Donc, bien évidemment, vu que c'est Monaco, on n'est pas révisé. Si je peux mettre quelque chose pour, on va dire, contextualiser encore mieux ça, si ça avait été Montpellier dans l'autre sens qui avait eu cette faute-là, je peux vous garantir qu'on n'aurait jamais eu pénal. Pourquoi? Parce que Arnaud Souquet pose le pied, lui-même sait, et le commentateur le dit, lui-même sait que quand il pose le pied, il ne doit pas poser le pied. Et l'autre, c'est une aubaine pour lui. Oh, il se jette directement. Pour moi, c'est une faute comme on voit de plus en plus avec Neymar qui en provoque beaucoup de comme ça. C'est des fautes spectaculaires. Alors oui, voilà, la spectacularité fait que l'arbitre a envie de faire son petit geste avec la main comme ça. Ouais, mais Julien, j'ai pas posé la question si le rouge était mérité. Hein. Non, c'était le penalty. Mais ça t'arrive c'était d'être compris dans la le logique. rouge, oui, le rouge qui coïncide le penalty. Enfin, vu que le rouge n'est pas mérité, pour moi. Rapidement, dis-moi si le nul est mérité. De ce fait, du coup, on est sur quelque chose de complètement paradoxal parce que Montpellier, en termes de niveau de jeu, a fait quelque chose qui, pour moi, si on prend statistiquement, le nul, c'est une aubaine pour nous. Mais je le répète factuellement et je répète ce qu'a dit Dorian, Monaco, même à 90%, on n'aurait pas marqué contre nous. Avec Omlin qui est bon, avec une organisation, voilà, plus Monaco, bon, qui est un peu
apathique de temps à autre, même si là, dans le début de saison, ils étaient plutôt pas mal à domicile. Euh, pour moi, ce match-là, il n'y a rien qui sonne de logique. Et j'insiste encore, le penalty est tout autant sévère que le carton rouge. Je pense que vous l'aurez compris, Dorian, on va pas s'étaler sur le sujet parce que Non, sinon on juste, en aura. je voulais Ouais, conclure. rapidement, parce Alors, que sinon on en a pour des heures. juste pour le penalty, bon, faut quand même être objectif 2 minutes. Je pense, la faute, dans tous les cas, elle y est, même s'il se laisse tomber. La faute, elle y est là-dessus. Je vais terminer quand même. J'ai parlé de stats. J'aime les stats et vraiment ouvrez la fiche stats de Monaco-Montpellier. Vous allez trouver les choses merveilleuses qui vont suivre. Donc, 21 tirs pour Monaco, 7 cadrés. 3 tirs pour Montpellier, seulement 2 cadrés. 678 passes côté monégasque contre 165. Tu rajoutes à ça 53% de passes réussies côté montpellierin. C'est assez haut niveau. Il y a eu quoi? Oui, 21 interceptions, 42 dégagements côté montpellierin. Ça montre, tu vois, que le jeu s'est concentré dans la zone montpelliéraine. Et regardez les zones de jeu. En fait, le jeu s'est déroulé à 90% dans notre camp. C'est fabuleux. Et Monsieur Stat. Non, Merci mais Dorian. vraiment, bah, pour Non, mais pondérer, on va dire les chiffres qu'il a dit. Julien, on va très très rapidement parce qu'il faut enchaîner. Ouais, non, mais c'est juste pour pondérer les stats. Dans un match de foot normal, c'est entre 300 et 400 passes par équipe. Donc, pour que le 160 de Montpellier se fasse vraiment peu. Ouais, Bon, 53% de passes réussies, enfin, je sais pas. c'est comme faire un IAC de 1 Williams, quoi. Merci de couper les notifications, Julien. Troisième et dernière partie de cette émission, l'échauffement avec le dernier match de Reims. Donc, partie où on va donc, notamment évoquer donc, le match face à Reims et le dernier match donc, de Reims. Défaite 3-1 face à Lorient à domicile. À noter 2 cartons rouges concédés. C'est la 5e défaite de la saison pour les Rémois qui sont très mal placés, qui sont donc dans la zone rouge. Dorian, toi, je sais que tu as vu le match, cette purge de Lorient. Enfin, purge, il y a quand même eu 4 buts. Hein. Qu'est-ce que tu as retenu de ce match et qu'est-ce que tu peux nous dire sur cette équipe rémoise? Enfin, oui, non, c'était pas une purge. Il y a quand même eu des buts, un bon retournement de situation. Et moi, j'ai pris quand même plus de plaisir à regarder ce match que les précédents que j'ai regardés de nos derniers adversaires. Pour citer Monaco, le match face à Brest était un peu similaire à celui qu'ils ont produit la semaine dernière. Je ne vais pas y revenir là-dessus. Reims fait une première mi-temps correcte. Ils parviennent même à ouvrir le score avant la pause. Mais par contre, il faudra m'expliquer ce qui s'est passé en deuxième mi-temps. C'est un néant offensif et néant défensif, enfin néant total de cette équipe rémoise qui nous a pas habitués à ça la saison dernière. Ils prennent 3 buts donc, sur cette mi-temps face au promu, l'Orientais. Ces 3 buts, bon, il n'y a rien à dire là-dessus, dont un penalty et des excès d'engagement. Il y a 2 cartons rouges qui sont mais totalement mérités. Il y en a un, il découpe la cheville et l'autre, enfin, c'est un tacle par derrière. Allez voir ça, mais il coupe la contre-attaque, il fauche le mec par derrière. Enfin, c'est excès d'engagement total. Et non, ouais, ben, il n'y a pas beaucoup de choses à se mettre sous la dent pour le moment côté rémois. L'organisation n'est pas là. Il y a des recrues, mais de manque d'automatisme encore pour le moment. La défense, elle prend l'eau à l'image de Woutfas qui a été transparent sur cette rencontre. Il y a un point de satisfaction, on va en parler avec Lucas tout à l'heure, mais c'est tout. Sinon, il n'y a rien dans cette équipe. Même le gardien, il provoque le penalty en sortant les 2 pieds en avant. Enfin, moi, je ne sais pas. J'ai du mal à comprendre ce qui s'est passé cet été du côté de Reims. Merci Dorian qui, rappelons-le, passe chaque semaine 1h30 pour regarder le match, Croyez-moi, le c'est dur. précédent match de l'équipe adverse. C'est grave, Donc, hein, faut le saluer. donc quand c'est une équipe qui joue au ballon, c'est un régal, mais quand c'est une équipe qui subit, c'est plus compliqué. Bah, j'ai fait à Strasbourg-Dijon Ouais. avant la trêve. C'était pas sympa à regarder. Hein. Julien, je ne sais pas si tu veux ajouter quelque chose, sinon on passe au mercato rémois. Ce que je veux ajouter, c'est que souvent, Montpellier-Reims, ça m'inquiète un petit peu que tu me dis qu'ils sont passés dans le bas de tableau, parce que généralement, nous, on Non, perd. mais sans parler de Montpellier-Reims, hein, c'est pour parler du Ouais. dernier match de Reims avant de venir. Bah non, Non. alors, juste ça, de l'assassinat sur football. Hein, vraiment, j'ai vu les fautes et Non, ça non. serait 8 matchs pour Montpellier, ça.
Donc, le mercato rémois, on va faire les arrivées et les départs. Côté arrivée, Balot Berisha, donc un milieu central qui est arrivé de la Lazio pour 4 millions d'euros. Anastasios Donis, qu'on connaît dans notre championnat, c'est un avant-centre. Il est arrivé de Stuttgart pour 4 millions d'euros. On a Fraser Hornby, un milieu offensif de Everton U23, arrivé contre 2 millions d'euros. Et on a Thibaut De Smet, donc un Belge arrière-gauche qui est arrivé de Saint-Tron, du championnat belge, en échange d'un chèque de 700 000 euros. Du côté des départs, il y a des départs conséquents. Il y a Axel Disasi, dont on a parlé la semaine dernière, défenseur central qui est parti à Monaco pour 13 millions d'euros. Et on a Hassan Kamara, qu'on avait déjà évoqué lors de Montpellier-Nice, donc qui a signé à Nice. C'est un arrière-gauche et pour 4 millions d'euros. Donc, Reims qui s'est un peu défait de ses défenseurs, de ses bons défenseurs, qui est actuellement 19e du classement, avec 0 victoire au bilan, 2 nuls et 5 défaites. Donc, en évoquant brièvement leur mercato, est-ce que Reims est selon vous en danger cette saison, Dorian? Alors, je pensais pas dire ça en début de saison, mais là, Reims paraît une des équipes, enfin en tout cas sur ce qu'on a vu pour le moment, c'est une des équipes les plus faibles de notre championnat avec Dijon. De ce qu'on a vu, où ça se voit au classement, c'est les deux seules équipes qui n'ont pas gagné un match en cette journée. Il y a eu quelques renforts offensifs, mais comme je l'ai dit, il n'y a pas d'automatisme. Ils ont marqué 6 buts sur ces 7 premières journées, donc 19e défense de Ligue 1. Ça aussi, il faut le souligner. La défense, oui, alors ils perdent Hassan Kamara, et ça, c'est dommage pour eux parce que c'était une pièce maîtresse de leur équipe. Très bon latéral, il amène beaucoup aussi dans le secteur offensif, et on le voit avec Nice. Il n'hésite pas à faire les efforts, à monter et à redescendre aussi pour apporter du soutien en défense. Donc oui, une défense fragilisée. Ils perdent, alors tu en as parlé, c'est Disasi en défense. Disasi et Hassan Kamara. Mais qu'ils ont compensé avec Woutfas qui était là l'an dernier, mais enfin il a été prêté si je ne dis pas de bêtises. Enfin là c'est sa première vraie saison à Reims. Et alors il avait fait un bon premier match de ce que j'avais vu, si je me souviens bien, mais là le dernier face à Lorient était totalement catastrophique, et ça se voit dans les buts encaissés. Donc il y a 13 buts encaissés quand même pour Reims sur ces 7 journées. C'est la 5e pire défense de notre championnat. Enfin voilà, je sais pas, il y a un manque d'automatisme encore avec les différentes recrues. Alors, est-ce qu'elles seront performantes? Est-ce qu'elles ont le niveau de la Ligue 1? Ça reste à définir. Mais non, oui, je suis inquiet pour cette équipe. Pour l'instant, si elle n'arrive pas à se relancer très vite, ça va falloir commencer à tirer la sonnette d'alarme, d'autant plus qu'ils étaient qualifiés dans les places européennes la saison dernière. Donc, comment expliquer ce changement de physionomie au classement? Est-ce que l'Europe les a pénalisés? J'ai envie de te dire non, parce qu'ils n'ont joué que 2 matchs dans les tours préliminaires. Je ne sais pas, j'ai du mal à comprendre pour l'instant ce qui se passe à Reims. Bon, après, une place européenne, ça s'est joué à rien. Faut pas. Non, mais ils étaient en 5 aussi, ils ont fait une bonne saison, oui. faut en parler quand même. Oui, Ils ont fait une bonne saison la saison dernière. Non, mais ce que je veux te dire, c'est que ça aurait très bien pu être au Montpellier. Le championnat s'est arrêté à la 27e journée. Oui, mais je pense pas qu'il faut faire une fixette dessus. Pour une équipe comme Reims qui faisait sa 2e saison en Ligue 1, être dans le top 10 déjà était une performance à souligner. Et là, les voir dans la zone de relégation avec quasiment plus rien de ce qu'il y a eu l'an dernier, alors qu'ils ont perdu que 2 joueurs, je sais pas, il y a une explication que je n'ai pas. En tout cas, peut-être les effets du barrage de Coupe d'Europe. Julien, je ne sais pas ce que tu en penses. Donc, en évoquant rapidement le mercato que j'ai cité, le mercato rémois du côté des départs et des arrivées, est-ce que tu penses que Reims va être en grand danger cette saison? Logiquement, ça me surprend tout ce que tu dis, parce que c'est vrai que, comment il s'appelle, Valon Berisha, qui c'est le gars de la Lazio? C'est Berisha, ouais. Ouais. Lui, c'est un bon joueur, hein. Bon, la Lazio, quand même, si on fait cross championnat, c'est quand même un club de bonne envergure, et ça m'étonne un petit peu. Moi, j'avais un joueur en tête qui, pour moi, représentait Reims. C'est sûrement que c'est son départ qui a dû fragiliser Reims, c'était Oudin. Et c'est vrai que Parti l'hiver dernier, oui. Ouais, depuis le départ, peut-être que Reims ne se retrouve pas. Moi, ils me font bizarrement penser à la saison où Montpellier s'était qualifié pour l'Europa League, et suite à la défaite contre Gior la saison d'après, je crois qu'on a 14e, on a terminé 5e la saison d'avant.
Donc peut-être que mentalement, ça a déréglé des choses. Mais là où je m'inquiète encore plus que pour Reims, moi, c'est pour Montpellier, hein. Parce que moi, j'allais partir sur un. Généralement, Reims-Montpellier, comme je disais tout à l'heure, il y a beaucoup de buts. Je crois qu'il y a une défaite, on a perdu 4-2, une fois 3-2. Il y a tout le temps des buts. Et je m'attendais à un scénario match où c'est Reims qui ouvre le score et Montpellier qui marque 1 et 2 buts après. J'allais te dire classique 2-1, mais ça, on le verra dans Les la partie. pronos, c'est après. On va, on va passer. Mais là, maintenant que j'entends ça, moi, je commence à me dire, mais vraiment, à 80%, on perd ou on ne gagne pas contre Reims. Là, pire attaque, je sais pas quoi, j'ai l'impression d'entendre ce que j'entendais contre Dijon. Oui, Dijon, Julien, on va y venir. Là, ouais. là, on parle On de va revenir Reims sur et on se l'opposition, ouais. concentrera en fin d'émission sur le Bah, match en lui-même. On va passer aux joueurs à suivre. Donc, mon joueur à suivre que vous retrouvez lors de chaque émission, ma séquence. Donc, il s'agit aujourd'hui de Younis Abdelhamid, le défenseur central rémois. Il a 33 ans, il fait 1m90, défenseur central franco-marocain et international marocain. Pour parler de son profil, c'est un joueur qui est puissant, il est redoutable dans les duels aériens, pardon. Il a une bonne qualité de relance. Il est aussi à l'aise techniquement, donc ce qui fait de lui, on va dire, un défenseur moderne, donc un terme qu'on utilise beaucoup maintenant dans le milieu du football. Son parcours, d'abord junior et senior, donc en club. Pour commencer junior, il s'est fait repérer donc au Montpellier Les Arceaux, club qu'on connaît bien à Montpellier, de 2000 à 2002. Il a ensuite signé à l'ASPTT Montpellier, qu'on connaît aussi, du côté de Gramont, de 2002 à 2004. Il a ensuite signé à l'AS Latte, club aussi connu de Montpellier, donc il a fait quand même toutes ses classes à Montpellier, de 2004 à 2005. En senior, il est resté du côté de Montpellier, donc de l'AS Latte, de 2005 à 2011, avant de s'envoler pour une autre région, du côté de Arles-Avignon en 2011, où il jouait avec la réserve durant un an. Il a joué 8 matchs, toujours à Arles-Avignon jusqu'en 2014. Il a joué 93 matchs et 5 buts. Donc c'est là qu'il s'est vraiment imposé dans le monde professionnel du football. Il a ensuite signé en 2014 à Valenciennes jusqu'en 2016, où il a joué 80 matchs et inscrit 3 buts. Ensuite à Dijon en Ligue 1 en 2016 jusqu'en 2017, où il a disputé 21 matchs. Il retrouve la Ligue 1 en 2018 avec le Stade de Reims, qu'il a retrouvé en 2017. Il a signé au Stade de Reims en 2017 avant de retrouver la Ligue en 2018, c'est plus clair. Il a disputé 110 matchs et inscrit 7 buts. En sélection, la sélection marocaine qu'il a rejoint en 2016, il compte actuellement 9 matchs, 9 petits matchs avec la sélection. Son dernier match face à Lorient, dont tu as évoqué tout à l'heure Dorian, ça a été une des rares pièces rassurantes de son équipe. Il était solide défensivement. Il a limité les offensives des Merlus dans la mesure du possible, parce qu'il a quand même encaissé 3 buts. Mais il n'a pas justement été impliqué dans les buts lorientais. Côté stats que m'a préparé Dorian, il a fait 4 interceptions, 6 dégagements et 3 tirs contrés. Il a été capitaine de ce match, mais capitaine sur le terrain et en dehors du terrain, parce qu'à la fin du match, il allait voir ses supporters qui étaient mécontents de ce début de saison, tout simplement des Rémois. Il a pris la parole en tant que capitaine. Donc, Ce qui a beaucoup plu à Pierre Ménès. ouais, merci Dorian. Donc, une rubrique que vous retrouverez par écrit demain à 11h sur le site espritpayade.com. C'est tout ce que j'ai à vous dire sur Abdelhamid. Dorian, un mot sur ce joueur? Ouais, ben, comme tu l'as dit, c'est le seul joueur pour moi qui a été rassurant contre Lorient. Il n'est pas impliqué sur les 3 buts, même si sur le dernier, allez, il fait une tête de dégagement. Malheureusement, ça revient sur un joueur lorientais et ça centre et ça mène au 3e but, il me semble, si je me souviens bien. Donc, non, mais sinon, voilà, c'est le capitaine de l'équipe, c'est le leader. Sur le terrain, voilà, il parle beaucoup, il recadre. Enfin, voilà, il se comporte comme un vrai capitaine et c'est ce qu'on attend de lui. Puis ouais, tu as parlé de cette séquence avec les supporters. Alors apparemment, ça qui a été vivement critiqué par Pierre Ménès. Apparemment, les supporters n'ont pas le droit d'être mécontents des derniers résultats de leur équipe. Bon, ben, pourquoi pas. Enfin, moi, je suis pas d'accord avec ça, mais c'est pas le sujet. Moi, je trouve que c'est quand même un bon défenseur de Ligue 1. Il pourrait être titulaire dans pas mal d'équipes de ce championnat. Et non,
il a fait une belle progression depuis qu'il arrive en Ligue 1. Julien, un mot sur Younis Abdelhamid? Eh ben, je pense que c'est le Hilton de Reims, hein. Je pense que c'est l'élément qui les met en confiance. Et Euh, justement, Julien, excuse-moi de te couper parce que sur la séquence que j'ai écrite pour demain sur le site, je le compare justement à Vito Hilton. Vas-y, Julien. je suis totalement avec toi, hein. Tu avais raison. Et je vais même aller plus loin. Moi, je vais te dire que s'il y a un but pour Reims, ça va être lui qui va marquer. Parce que lui, on connaît toujours le truc des ex qui marquent tout le temps. Voilà, il a fait un long passage par Montpellier, tu l'as expliqué. Alors, les Arceaux, là, il a dû jouer sûrement. Je sais pas si c'est de la génération. Non, il doit pas être de la génération de Kodza. Mais bon, il a joué. Ah, non, pas vraiment, non. Pas vraiment, non. Ils ont Ouais, juste 10 ans d'écart. j'avais fait une petite blague. J'allais te dire, il a peut-être vu en U6 quand lui, il s'entraînait. Mais bon. Euh, non, je pense que c'est un joueur qui est à la fois, je sais pas, sûr dans ses interventions. Il est un peu moins rugueux que les autres. Bon, d'ailleurs, il n'a pas pris les cartons rouges, voilà. Mais non, non, ça va être un joueur à surveiller. Pour moi, il est bon de la tête et il va sûrement marquer sur corner. Ah Très oui, bonne après attaque, oui. juste quand tu me parles des ex, il a déjà joué contre Montpellier. Ça ne veut pas dire qu'il va marquer un but, hein, parce que c'est pas son premier match face à Montpellier. On va Ouais. passer aux absents rémois. Il y en a beaucoup, il y en a 7. Je commence par Xavier Chavalrin, El Bilal Touré, donc qui est considéré comme un grand espoir rémois qui vient de rejoindre la sélection malienne et qui a déjà marqué un but. Il y a Fraser Hornby que j'ai cité dans les recrues. Il y a aussi Derek Kouteza, Ghislain Conan, et non pas, c'est pas le cousin de Coman, hein. Il y a Moreto Kasama, il y a Anastasios Donis que j'ai aussi cité dans les recrues, sans rentrer dans le mercato, dans les absents rémois, pardon. Quel milieu on va aligner face à Reims? Est-ce qu'il faut associer Mavididi à notre duo d'attaque, Julien? Moi, je serais pour. Moi, je serais clairement pour. Alors, je ferai l'écrémage entre un des deux, donc entre Laborde et Delors, qui était le plus péché, qui est le plus péché. J'ai vu il n'y a pas longtemps un article sur donc l'article qu'on a publié sur Delors. Et moi, je pense que ça ferait du bien, peut-être en termes psychologiques, à certains de nos joueurs, de voir qu'ils n'ont pas tout le temps carte verte. Peut-être qu'on pourrait l'expliquer là-dessus, le déclin progressif de Delors, qui est de moins en moins, on va dire, décisif, même si ça reste quand même pour moi un bon joueur qui fait beaucoup d'efforts. Ça serait bien pour moi de donner la chance à Maïdidi dans la continuité de ce que le staff de Derzac a montré. Ouais, le staff en faisant rentrer Maïdidi plus tôt. Et pour moi, à mon goût, ce serait encore prématuré de le faire, de le mettre titulaire, mais pareil, une entrée autour de la 60e, ce serait bien pour moi. Dorian? Ouais, alors, je pense que Reims est un adversaire qui serait propice pour nous à tester des choses différentes de ce qu'on a l'habitude de voir. Donc, j'aimerais bien voir Mavididi titulaire. Je vais plus loin que l'analyse de Julien. Je voudrais le voir titulaire sur ce match et dans la lancée de ce qu'il a montré à Monaco parce que c'était très intéressant lorsqu'il prenait de la profondeur. Ça, on le sait, c'est un joueur rapide et dès que ça va jouer dans le dos de la défense, voilà, on sait qu'il y aura Mavididi pas très loin. Donc, j'aimerais bien le voir associé à un Delors, à Laborde, à voir ce que ça a donné. Concernant le milieu, Savanier ne sera pas là. Donc, du coup, forcément, on retrouvera du Chotard ou voilà, j'espère voir Chotard titulaire, associé à Mollet qui a été qui a pas été mauvais sur le match à Monaco. Et pour le troisième milieu, alors ouais, Ferriou, Le Talec, n'importe. Mais justement, Dorian, on va enchaîner. Ça me donne une idée. Quel compo on va aligner face à Reims? Et quel compo, si tu étais Michel Derzakarian, à la place de Michel Alors, Derzakarian, tu alignerais? j'ai la compo du cœur. Donc, du cœur, ça veut dire que ce que j'aimerais voir si j'étais coach, ça ne veut pas dire qu'elle sera alignée demain, mais j'aimerais bien voir comme c'est Reims, tu vois, comme c'est une équipe qui est un peu en difficulté, qui joue pas trop ballon, j'aimerais bien voir une défense à 4 parce que là, tu vois, on va pas beaucoup défendre, on va plus essayer de se porter vers l'attaque. Donc, voir une défense à 4, Ristich, s'il est revenu de blessure. Apparemment, non. Je pense qu'on se dirige sur Oyongo. Yongo. Ok, donc avec Hilton, Hilton, Pedro. Et Mendes est toujours indisponible.
Mendes toujours. Donc voilà, donc Hilton, Congré ou Maître Cosa, pourquoi pas. Enfin, je sais pas si pour la défense ou non, Hilton Congré, c'est très bien. Souquet à droite, on lui laisse sa chance. Au milieu, donc comme je l'ai dit, voir alors peut-être le Talek pour avoir un joueur plus défensif en supplément, associé à Cosa et Mollet. Et en attaque, donc ouais, un trio Mavididi, Delors, Laborde, j'aimerais bien voir ce que ça donne sur le terrain. Mais je pense que Derzakarian resterait avec sa défense à 5, donc on aura à tous les coups Oyongo, Congré, Hilton, Koza, Souquet. Au milieu, je pense qu'il va laisser le Talek, Chotard, Mollet, et qu'en attaque, on aura Delors, Laborde et Mavididi en entrant. Je pense que ça sera ça. Julien, qui a eu le temps de réfléchir à sa compo, quelle est-elle? C'est à peu près pareil. Si j'aurais espéré qu'Iristic qui soit de retour, malheureusement, c'est pas le cas. Donc moi, Koza avait bien fait l'affaire pour moi derrière. Je voulais rebondir sur le fait que ce soit Oyongo et possiblement, je crois que si je dis pas de bêtises, Oyongo avait marqué un très beau but contre Reims. Oui, Il y a de ça, il y a 2 saisons à Ouais, Reims. une demi-reprise de volée, ouais. en drop, petit filet, vraiment très joli. Donc j'espère que ça lui donnera des ailes, lui qui était de temps en temps en panne d'aspiration, ce qui lui a coûté d'ailleurs la place sur le banc maintenant. Alors je sais pas si c'est un rapport, mais je regarde les corrélations. Et pareil, je regarde pour le milieu. Moi, ça ne m'étonnerait pas qu'il n'y ait ni Ferry, ni Le Talec et que ce soit sur la base que Derzac a tenté à Monaco. Parce que je ne sais pas, pareil, c'est des corrélations quoi, mais Oui, mais il faut un joueur qui remplace Savagnier. bien sûr, il faut un défensif. C'est vrai qu'il en faut un plus défensif que Et les du autres. coup, tu mets qui s'il n'y a, s'il y a ni le Talek ni Ferry? Connaissant mon cher coach qui me fait de temps en temps des choses bizarres, je ne serais pas étonné de voir Junior Sambia, moi, contre Reims qui commence. On n'a pas Et parlé, mais ouais, pourquoi pas. je ne dis pas que c'est le cœur qui parle, parce que voilà, il y avait un article qui avait toute raison d'être il n'y a pas longtemps sur Stupad. Et moi, je trouve vraiment que le niveau est inquiétant de Junior Sambia, mais c'est les goûts et les couleurs, je respecte. Moi, il ne me colle pas du tout. Je n'aime pas du tout ce joueur et je l'assume pleinement. Il se bat bien, mais c'est un profil que je trouve pas utile au Montpellier-Hérault. Il perd souvent des ballons et Montpellier, quand on perd un ballon, c'est surtout dans un 3-5-2 où les pistons sont sur les côtés, c'est fini. Donc, c'est un mystère pour moi. Je serais pas étonné de voir une surprise. Ça se trouve, j'en sais rien. Un revenant, Dolly, même pas, parce que Dolly, il est offensif. Donc, pour moi, c'est vraiment un flou qui va être à ce poste de défensif. Je connais Michel Darzacan, enfin, je connais, c'est un peu prétentieux de dire ça, mais j'ai l'impression que lui, il aime bien ne pas mettre les gens qui ne le méritent pas. Et je serais pas étonné que la dernière sortie où Le Talec confirmait, alors que c'était complètement inutile, qu'il avait un club, ça l'est pas plu. Et peut-être que dans sa tête, il essaye des nouvelles choses. Ce sera Reims et c'est vrai que peut-être ce sera l'occasion de voir si on peut avoir un nouveau milieu défensif. Mais je pourrais pas me positionner sur qui sera là. Et pour te rejoindre et finir rapidement, ça serait bien de voir Mavididi, je suis d'accord. Et peut-être même titulaire, c'est vrai que j'y avais pas pensé, mais ça peut être clairement bien. Bon, le côté positif à retenir de cette question de la compo, c'est qu'on a plein de choix concernant le milieu de terrain, on a plein de joueurs et de solutions, hein, puisque justement, Julien, à l'image de Julien, il ne sait pas répondre à la question. Dernier débat de la soirée, avant de clôturer cette émission. Après 3 matchs sans victoire pour Montpellier, est-ce que Reims est-il l'adversaire idéal pour reprendre des points et on espère 3 points à la Mosson, Julien? Je vois que tu dis non. Moi, avant les petites stats, là, où Reims 0 victoire, le nombre de buts marqués, etc., je t'aurais dit oui. Si Reims avait été style 12e, je t'aurais dit oui, bien sûr. Je t'aurais dit Abdelhamid ouvre le score, je sais pas, un attaquant, Laborde ou Delors égalise, et au final, un défenseur marque. Je t'aurais dit 2-1. Mais là, je vais te dire. Julien, le superstitieux, on le connaît. Moi, je donnerai, je préfère le dire à tout le monde, je donnerai jamais Montpellier gagnant. Là, j'allais les donner gagnants. C'est un rappel à l'ordre du Seigneur. Je dirais 0-0, un vieux 0-0 bien terne si Montpellier joue contre Nîmes, comme contre Nîmes, avec possibilité de 1-0 but d'Abdelhamid sur. Il nous fait toujours les pronostics avant l'heure. Ce n'est pas l'heure des pronostics. Est-ce que, du coup, réponds-moi à la question. Selon toi, donc, du coup, non, Montpellier, Reims n'est pas l'adversaire parfait. Non. Reims, c'est une équipe qui est comme nous dans, on va dire pas un doute, mais qui est dans des questionnements. Donc, eux, ça doit être un peu plus avancé vu leur place.
Montpellier, depuis Nîmes, je pense qu'ils doivent se poser la question. Donc là, c'est le prochain match à domicile. Donc forcément, ça va revenir dans les cordes. Pour moi, non, c'est pas. J'aurais préféré un plus gros ou un moins mal classé. Mais du coup, ouais. Même sans le score, je le dis, on va galérer, je pense. Dorian, et je pose également la question à nos auditeurs qui peuvent répondre sur le chat YouTube. Est-ce que selon toi, Reims est l'adversaire idéal pour se relancer à la Mosson après Alors, 3 matchs sans victoire? en enlevant la superstition de on va relancer les petites équipes comme on l'a fait potentiellement avec Dijon, même si, même si ça les a pas totalement relancés. Enfin, en enlevant ça et cette idée de superstition, oui, Reims est évidemment l'adversaire parfait pour se relancer. C'est une équipe qui est en difficulté. Il va falloir profiter de ces difficultés. On sait qu'ils pêchent beaucoup dans le jeu, qu'en attaque, c'est très inexistant le secteur offensif et qu'en défense, il y a beaucoup de largesse à exploiter. Donc, pourquoi pas, oui, en prenant justement, en envoyant Mavidi titulaire dès le début, en prenant la vitesse de dos, la défense de dos, pardon, on peut s'ouvrir beaucoup d'espace et ça peut profiter à notre équipe. Donc, oui, il faut vraiment profiter de cet adversaire qui est en difficulté depuis le début de saison. Et, voilà, jouer comme on en a eu l'habitude sur les premiers matchs à domicile, comme contre Angers, voilà, qui est pas une grosse équipe et pourtant on a très bien fait le boulot. Donc non, ouais, si on joue notre jeu, on s'imposera et je pense qu'il faut avoir que cette idée à l'esprit demain soir. Demain après-midi Demain plutôt. après-midi, oui, pardon. Mais ouais, en tout cas, on aura le verdict demain, donc à 17h. On saura qui de Dorian ou Julien a raison. On va fermer cette émission avec les fameux pronostics de la rédaction. Dorian, je te redonne la parole pour ton pronostic. Ouais, alors juste une petite parenthèse. Donc Lucas, deux Oui. bons pronos, moi j'en ai un. Julien, notre superstition, a toujours 0 de bon, donc en donnant Et moi, Montpellier j'en ai perdant deux. à chaque match, ça va pas l'aider non plus, mais bon. Donc oui, oui, toi t'en as deux, ouais, c'est bon. Alors mon prono, je vais dire 2-0 Montpellier. Donc dans la lignée de ce que j'ai expliqué tout au long de cette émission. Donc j'aimerais bien revoir Mavidi marqué et un but de Florent Mollet. Julien? Bon, moi, je tiens à dire que je contribue aux victoires Montpellier-Rennes, hein, parce qu'en portant la poisse, c'est grâce à moi quand on gagne, si on gagne. Donc, je vais faire, je vais tricher. J'en fais un officiel, si tu veux. Moi, je te dis défaite de Montpellier, 0-1. Mais je te fais un bonus parce que voilà, si Montpellier est dans un bon jour, et peut-être que je me trompe, j'espère me tromper d'ailleurs, parce que j'essaie de ne pas parler avec le cœur. Je vois un 2-1 pour Montpellier avec Reims qui ouvre le score et Montpellier qui revient dans le match et qui gagne 2-1. Si Montpellier est en bonne forme, si Montpellier fait un match comme contre Nîmes, défaite 1-0. On garde le Malheur, 1-0. il a pronostiqué Julien, une victoire de Montpellier. il nous a Malheur. fait une Fabrice. Il nous a fait de Fabrice à nous donner plusieurs pronostics, mais on prend quand même. Alors attends, Non, mais cherchez pendant toute l'émission. Je pense qu'au cours de l'émission, il nous a dit alors ça va faire 0-0, ça va faire 2-1 pour Reims. Là, ça fait là dans les pronos, il nous a dit 1-0 pour Reims et puis 2-1 pour Montpellier. À la fin, il aura le bon pronostic, c'est sûr. Voilà. C'est ça. Moi, je vais y aller du mien. Dorian, Ouais. j'ai cru qu'on allait avoir exactement le même. Parce que moi, je dirais 2-0 et aussi un but de Mavidi. Et j'ai eu peur que tu me dises la board parce que moi, je vois la board en deuxième buteur. Pourquoi pas, oui. Pourquoi pas. Mais ce serait bien qu'on fasse un clean sheet. Je crois Et qu'on ce en a serait bien toujours pas fait. pour la confiance de la défense et de notre gardien. Oui. Allez, on y On croit. va clôturer cette émission. Merci de nous avoir écoutés. Merci d'avoir réagi sur le chat YouTube. Merci également à nos rédacteurs d'Esprit Payade, Dorian et Julien qui étaient là avec moi. Vous pourrez retrouver l'émission donc juste après sur nos différentes plateformes d'écoute. Et on se retrouve samedi prochain pour le déplacement à Saint-Etienne. Merci et bon match à demain. Le Talking Esprit Payade, l'émission 100% MHSC.